Alors le contexte, donc vous le connaissez, monsieur le maire, monsieur le préfet vous l'ont rappelé. Donc c'est la catastrophe du 11 juillet 1892, puisque pendant la nuit du 11 juillet 1892, une inondation énorme a dévasté les thermes de Saint-Gervais en provoquant 175 morts. Donc l'origine de la catastrophe, ils l'ont rapidement identifiée, et c'était le petit glacier de Tétrousse qui est là, donc au pied de l'aiguille du Goutet. Donc ce glacier est situé sur la voie normale du Mont Blanc, et c'est un petit glacier. C'était déjà un petit glacier à l'époque, une dizaine d'hectares. Et lorsque les scientifiques sont montés sur ce glacier, ils ont retrouvé à la surface deux cavités. Une première cavité qu'on nomme cavité inférieure, sur la langue frontale du glacier, donc un gigantesque trou, et puis une autre cavité que l'on nomme cavité supérieure au centre du glacier. Et entre ces deux cavités, il y avait un conduit intraglaciaire. Donc on pouvait même pénétrer d'une cavité à l'autre. Alors, ici, c'est une coupe longitudinale du glacier, tel qu'il était à l'époque, donc avec la surface en bleu, et puis en grisé, vous voyez le socle rocheux, et l'emplacement des deux cavités. Donc là, on a le front du glacier, la cavité inférieure, la cavité supérieure, et entre les deux, un conduit intraglaciaire, dans la glace. Donc, juste avant la catastrophe, ces cavités étaient remplies d'eau, il y avait à peu près 80 000 m3, et sous l'effet de la pression de l'eau, le bouchon de glace, représenté par la langue frontale, a sauté et l'eau s'est déversée dans la vallée et a provoqué la catastrophe que l'on connaît. Ensuite, à la catastrophe, évidemment, il y a eu un programme de travaux de surveillance qui a été mis en place, assez intense par les eaux et forêts. Aujourd'hui, c'est le service de RTM, du service de restauration des terrains en montagne. Et deux tunnels qui ont été creusés sous le glacier, l'un en 1899 et l'autre en 1904. Alors le tunnel de 1899 avait pour but d'aller voir comment se comportait la cavité supérieure, donc après la catastrophe, de telle façon à savoir si cette cavité se remplissait d'eau ou non. On craignait évidemment une nouvelle catastrophe. En fait, cette cavité s'est comblée de neige et a rapidement disparu, il n'y avait plus d'eau là. En revanche, en 1901, une crevasse s'est formée ici, un petit peu à l'aval, et une crevasse qui était remplie d'eau, et les scientifiques, les ingénieurs des eaux et forêts ont pris peur, et ont décidé, à juste raison, il y avait quand même 20 000 m3, et ont décidé de faire une galerie sous-glaciaire pour vidanger cette crevasse remplie d'eau. D'où le tunnel de 1904. Donc cette crevasse pleine d'eau a été vidangée, et depuis 1904, cette galerie a été entretenue. Par contre, la galerie de 1899, elle, a disparu probablement suite à des éboulements à l'entrée de la galerie. On n'en a plus trace aujourd'hui. Donc la galerie de 1904 existe toujours et elle a été maintenue jusqu'à aujourd'hui, entretenue par aujourd'hui le service du RTM. En 2007, donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé, le CNRS a commencé à étudier ce glacier. Le service du RTM nous a posé deux questions. Est-ce que la galerie de 1904 est encore utile aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est est-ce que ce glacier présente encore un risque aujourd'hui? Donc on a fait une étude entre 2007 et 2008, une étude glaciologique assez approfondie pour essayer de comprendre, on a mesuré tout un tas de paramètres pour essayer de comprendre le fonctionnement de ce glacier, et de telle façon à répondre aux questions qui nous étaient posées. Alors je ne vous donne pas le détail, évidemment. Je vous donne simplement les conclusions de cette étude. La première conclusion, c'est que la galerie de 1904 est probablement inutile aujourd'hui pour prévenir la formation d'une nouvelle poche d'eau, du fait de sa localisation géographique essentiellement. Ça, c'est une coupe transversale du glacier. On a la surface du glacier, le lit rocheux ici, et vous voyez que la galerie, l'embouchure de la galerie qui débouche sur la glace, à l'interface roche-glace, est située ici et pas du tout dans le Talweg, c'est-à-dire dans le creux du glacier. Donc ça, les ingénieurs des eaux et forêts ne pouvaient pas le savoir à l'époque.
Donc ça, c'était la première conclusion. Et la deuxième conclusion, c'était que les mesures radar indiquaient une zone d'anomalie non déterminée dans le glacier à proximité du lit rocheux. C'est-à-dire que ça, c'est une coupe du glacier, coupe longitudinale cette fois, une image radar. Donc le grisé, c'est des écho-radars. Et simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait... Bon, alors, pourquoi on a fait des mesures radar? C'était pour déterminer les épaisseurs du glacier. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y avait une zone, ici, au centre du glacier, avec des écho-radars qu'on ne savait pas interpréter. Alors, soit ça pouvait être interprété par des éboulis, des rochers à l'intérieur du glacier, soit par une transition de zone glace, de glace froide ou glace tempérée à 0 degré ou glace plus froide, soit on n'avait pas exclu la possibilité de l'eau, présence d'eau. À la suite de quoi nous avons fait une étude complémentaire. Évidemment, on n'a pas laissé ça comme ça, on a proposé de faire une étude complémentaire pour savoir exactement s'il y avait de l'eau ou pas dans ce glacier. Donc on a fait appel à nos spécialistes d'une nouvelle méthode de prospection géophysique, la méthode de résonance magnétique des protons, donc ce qu'on appelle dans le jargon RMP. Et c'est une méthode, si vous voulez, pour simplifier, c'est une méthode qui permet de voir s'il y a de l'eau liquide dans un sol. Donc c'est couramment utilisé pour les sols, pour les glaciers, ça l'est moins. Donc c'était assez novateur pour les glaciers. Donc on a utilisé cette méthode et la conclusion de cette étude, c'était celle-ci. Il y a un volume d'eau liquide d'environ 65 000 m3 dans le glacier. Donc ce qui est assez considérable. 65 000 m3, ça fait à peu près une vingtaine de piscines olympiques. Ça fait quand même pas mal d'eau. En revanche, la méthode ne disait pas quelle était la localisation exacte géographique de ce volume d'eau et surtout la répartition géographique, c'est-à-dire s'il y avait plusieurs cavités ou une seule cavité. Et de là dépend le risque lié à ce volume d'eau. Donc il fallait absolument faire des investigations supplémentaires. Donc à ce moment-là, on a fait un rapport au préfet et au maire de Saint-Gervais en mars 2010 pour dire qu'il fallait faire des études complémentaires pour aller voir exactement ce qu'il y avait dans ce glacier. Comment était réparti cette eau, ce volume d'eau. Donc on a eu une réunion en mars 2010 et on a fait une proposition d'études supplémentaires pour faire des campagnes pour localiser, campagne radar pour localiser exactement la zone d'anomalie détectée, et puis deuxièmement pour faire des forages de telle façon à aller voir directement la présence ou non d'eau liquide à la base du glacier. Donc en mai 2010, il y a eu des nouvelles campagnes de mesures radar et donc on a confirmé un petit peu ce qu'on trouvait. On a aussi cerné, ça nous a permis de cerner la localisation de cette zone d'anomalie. Donc ça c'est à nouveau une image radar, une coupe transversale du glacier. Donc le lit rocheux il est là et ça c'est la zone d'anomalie, c'est-à-dire ces échos radars que l'on n'explique pas, enfin maintenant que l'on explique par la présence d'eau. On sait que c'est l'eau. Et puis bien sûr, on a fait une campagne de forage jusqu'au fond du glacier et on a instrumenté ces trous de forage. Donc cette campagne de forage a eu lieu entre le 29 juin et le 8 juillet 2010, donc vous voyez que c'est assez récent. Et donc on a fait sur ce glacier, alors ces forages nécessitent une instrumentation assez lourde, hein. Rien que la machine de forage elle pèse plus d'1 tonne, donc avec toute l'instrumentation qui est autour, vous voyez que ça fait beaucoup, donc des transports héliportés, etc. Et sur ce glacier, on a finalement fait, en début juillet, une vingtaine de forages. Donc on voit à peu près l'ensemble du glacier, le haut du glacier, le bas du glacier, on ne le voit pas tout à fait. Les numéros rouges représentent les numéros de forage, mais il y en a plus en bas du glacier. Ici, il y a à peu près 76 mètres d'épaisseur de glace, c'est à peu près le maximum. Et dans plusieurs de ces forages, on a trouvé de l'eau. Alors dans chacun de ces forages, on a mis en place une instrumentation, c'est-à-dire qu'on a descendu une caméra, on a fait des mesures piézométriques, c'est-à-dire des mesures de niveau d'eau dans les forages,
on a fait des mesures de température, et ça c'est important, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, ça c'est une carte du glacier, le haut du glacier, le bas du glacier. En rouge, les pointillés rouges représentent les mesures radar, et ce qu'il faut voir, c'est les points noirs qui représentent la localisation de tous les forages que l'on a fait. En vert, c'est la localisation de la cavité supérieure lors de la catastrophe de 1892. Donc dans tous ces forages ont été instrumentés. Donc on a posé, comme je vous le disais, des capteurs, et dans plusieurs de ces forages, on a vu que l'eau remontait en fait. Une fois qu'on perçait le glacier, à plusieurs de ces forages, on est tombé sur une cavité et l'eau refluait en surface. Donc on a pu, de cette façon-là, être sûr qu'on avait de l'eau, on était en présence de cavité. Je reviens à la carte du glacier. Donc dans cette région-là, donc au centre du glacier, on a des forages où on est sûr qu'on a une cavité au-dessus. Donc là, ça représente, les chiffres là représentent la hauteur d'eau que l'on a trouvée dans ces cavités. Donc la hauteur du plafond de la cavité, si vous voulez. Donc vous voyez que ça varie entre, grosso modo, 8 mètres et 29 mètres. C'est-à-dire qu'on a des cavités qui vont jusqu'à 29 mètres de haut. Là, on pense que d'ailleurs c'est une seule cavité. Alors ici, c'est une coupe longitudinale du glacier. Donc en noir, vous avez la surface du glacier. Le pointillé noir représente le lit rocheux. En rouge, ce sont les quelques forages que l'on a fait suivant cette direction longitudinale. Et en pointillé bleu, le pointillé bleu représente le plafond de la cavité. Donc tout ça, c'est de l'eau. Vous voyez ? Donc ici, de là à là, on a 75 mètres. Et de là à là, on peut avoir jusqu'à 29 mètres, c'est ce qu'on a trouvé. Donc on a fait également des mesures de piézométriques, c'est-à-dire des mesures de hauteur d'eau dans les forages, qui nous ont montré que dans une région un petit peu plus vaste que celle où on est sûr d'avoir des cavités, on a une connexion hydraulique qui est très forte, c'est-à-dire que là, on a l'eau qui est connectée. Donc j'en viens, je ne vais pas donner plus de détails maintenant, hein. Ça viendra peut-être à travers les questions, mais les conclusions de l'étude que l'on a rendue donc, le 13 juillet à Monsieur le maire, Monsieur le préfet, ces conclusions c'était celles-ci. D'abord, notre dernière étude confirme la présence d'eau liquide, environ 65 000 m3, ce qu'on avait trouvé en septembre 2009 à partir des mesures de résonance magnétique des protons. Les forages ont confirmé la présence de cavités remplies d'eau, et on a trouvé des hauteurs d'eau très importantes sur plusieurs sites, et ce sont ces hauteurs d'eau qui sont inquiétantes. Donc par conséquent, il existe un risque de vidange naturel brutal, soit par la création d'un chenal sous-glaciaire, donc vraiment sous le glacier, à la base du glacier, soit intraglaciaire, dans le glacier, sous l'effet de la pression de l'eau, et par la rupture du barrage de glace à l'aval, c'est-à-dire la langue frontale du glacier qui, aujourd'hui, constitue vraiment un barrage naturel. Et par conséquent, évidemment, il est nécessaire de procéder rapidement à une vidange artificielle de la cavité ou des cavités. Il peut y en avoir plusieurs aussi du glacier, puisque la répartition géographique de ces cavités, on ne la connaît pas exactement non plus. Voilà, je vous remercie de votre attention.